Bonjour à vous tous qui est venus en nombre, parce que je vous vois autour de 57 personnes qui sont là ce soir. Eh bien, c'est bon. Alors, vous allez vous lancer, si j'ai bien compris, vers l'international. Vous allez avoir le choix entre une carrière 100% conventionnelle, c'est-à-dire rentrer dans des PME, en changer, ou bien hybride en passant par le public ou le privé. Alors, Claude Foulon et moi-même avons chacun cette expérience, et c'est pour ça qu'on va vous présenter une palette complète de ce qui peut vous attendre. Notre vécu, on a découvert des tas de pays, des problématiques, des obstacles, et il est bien évident que ceci nous a... Ah, j'ai plus d'image. Voilà, donc pour nous, cette carrière internationale que nous avons menée, c'est un véritable tour du monde qui se prépare comme un Vendée Globe. Hein. Eh bien, parce que d'abord, il faut choisir son matériel, ses bagages, ses cartes, s'enrichir de l'expérience des autres, parce que ça, c'est important. On évite beaucoup d'erreurs et maîtriser les milieux où on va voguer. Hein. Et je dois dire aussi qu'en 35 ans d'expérience et de voyage incessants, il n'y a aucun voyage qui se passe sans péripéties. Suivante slide. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 35 ans de création et de management de réseaux de distribution à l'international sur des produits français. Et je les ai faites en 5 entreprises à peu près. Donc, une expérience en Allemagne, une société, j'étais à l'époque pas commerçant, mais responsable d'un bureau d'études. Je suis rentré dans le groupe Alpha Laval, où je vendais des échangeurs thermiques. Et donc, ça m'a permis d'aller en Suède, aux USA très souvent. J'ai quitté Alpha Laval Suède pour entrer dans le groupe américain Air Products, à l'époque où ils créaient leur filiale française Prodair, et j'ai été nommé chef de produit pour les gaz hydrogène et hélium, qui à l'époque étaient des gaz très spéciaux, très chers, et qui deviennent de plus en plus fréquents aujourd'hui. C'est formidable. J'ai quitté Air Products pour entrer dans une société qui faisait partie du groupe CEA comme directeur commercial des traitements pour des sociétés qui fabriquaient des traitements de surface, de métaux, des équipements sophistiqués jusqu'au plasma. Et c'est cette activité qui m'a permis de concrétiser la première société mixte franco-soviétique. J'ai quitté SNMI. Pourquoi j'ai quitté ces entreprises? Parce qu'à chaque fois, j'y prenais un grade et des responsabilités supplémentaires. Et j'ai terminé donc à Jalad France, directeur de l'international, pour la fourniture de protection individuelle, notamment pour les pétroliers un peu partout dans le monde. Alors, évidemment, nous étions à l'époque le premier, comment dire, le leader mondial de la chaussure de sécurité. C'était quand même sympa de faire le tour du monde et de voir que les produits français étaient aussi appréciés. Et bien, tout ceci m'a permis de faire 66 pays différents où j'ai fait des études de marché, j'ai installé des réseaux de distribution et j'ai animé les réseaux. Il y a 25 ans, en gros, j'ai négocié la première société mixte franco-soviétique, comme je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est une expérience fabuleuse parce que négocier une société de droit privé dans un pays qui n'était pas à l'époque, ça a été quelque chose d'épique, j'y reviendrai. J'ai managé des filiales pendant 3 ans en Suède et puis 3 ans en Espagne. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, 2 pays de sensibilités différentes et des comportements différents. On y reviendra après. Et puis, bien sûr, j'ai managé des équipes commerciales dans les pays de l'Est, Moyen-Orient, Japon, Singapour et Moscou. Aujourd'hui, je suis retraité, je suis au groupe Pecti, où nous offrons notre service à toutes les PME qui le veulent pour exporter. Et on y reviendra par la suite. Suivante. Alors, il faut se poser la question suivante. Quelle est la différence entre un client et vous? Lui, il a le choix, pas vous. Lui, il a le choix parce qu'il va recevoir pour le produit, quel que soit le produit, une multitude de propositions. Qu'est-ce qui va faire la différence? Eh bien, ça va être vous quand vous allez le voir. Il faut que vous le compreniez et qu'il puisse compter sur vous. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir éventuellement une commande. La première commande sera facile partout. C'est les suivantes qui le seront beaucoup plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'à la première, on va vérifier si ce que vous avez dit était vrai et si l'entreprise avec laquelle ils ont signé un contrat est fiable. Et ça,
Vous verrez que par la suite, on y reviendra. Ce n'est pas toujours évident, c'est ce qui fait notre faiblesse à l'export actuellement. Suivant. Alors, avant de commencer toute négociation, et quelle que soit votre formation, j'insiste bien sur cela, hein, il est impératif de connaître et comprendre les us et coutumes de ceux et celles que vous allez rencontrer. Il n'y a pas de business durable sans cela. Dans les 35 ans que j'ai vécu un peu partout dans le monde, ça a été constant. Le business, je ne pouvais le continuer que si j'avais de bonnes relations avec ces gens-là. Et croyez-moi, je m'en suis fait des amis un peu partout dans le monde, ça c'est fabuleux. Alors toutes les slides que vous allez voir, ce sont des documents que j'ai retrouvés un peu avec un trade service et différents sites internet italiens, hollandais et anglais. J'ai surtout surligné en jaune ce que j'ai ressenti moi-même. Suivante. Alors, suivante. Donc, les autres dans le monde, comment ils sont vus? Suivante. Alors, l'Allemagne. Bah, j'ai commencé par 2 ans au bureau d'études à Francfort, où je dirigeais une petite équipe qui rebâtissait à l'époque l'Allemagne. C'était, je vous parle, dans les années 70, début des années 70. Et puis, dans les années 80, je suis revenu pour vendre du matériel de traitement de surface. Ce que j'ai pu vérifier, c'est que l'Allemagne, ce sont des professionnels avant tout. Ils exigent qualité, précision à tous les niveaux. Ils ne peuvent pas supporter les imprécisions qui sont malheureusement le lot de beaucoup d'offres actuellement de petites sociétés françaises. Alors, je ne vous apprends rien que l'Allemagne, c'est pas uniquement que il n'y a pas une capitale Berlin, il y a différentes capitales, ce qui est un peu différent de nous. Vous avez le Hambourg qui est vraiment la grosse économie, vous avez Munich qui est vraiment totalement différent. Alors les succès à l'exportation de l'Allemagne, ils sont motivés bien sûr par des acteurs mondiaux comme Daimler, Siemens, mais surtout et avant tout un réseau efficace de PME qui ont la culture de la qualité du service. Ils ont ainsi acquis une réputation internationale et je peux vous assurer que même aujourd'hui en France, quand on veut un truc de qualité, on pense d'abord allemand plutôt qu'aux produits français. Et ça, c'est quelque chose que nous supportons encore. Alors, qu'est-ce qui conduit à tout cela? Il y a une forte liaison entre les écoles et les entreprises. Dès la troisième, il y a formation sur les forces et les faiblesses des entreprises locales. Chaque élève est capable de dire ce que sa région apporte à l'export. Ce lien perdure avec les universités. Ça, nous n'avons pas cela actuellement chez nous. Alors, la langue allemande est très directe et ce n'est pas sans incidence sur les discussions. Alors, c'est vrai que les négociations sont lentes. Ils vont prendre du temps, il faut vérifier, mais il faut surtout éviter les conflits durant la négociation. Parce qu'ils savent se battre. Hein. Je peux vous assurer que c'est très fort aussi. Hein. Mais une fois que vous avez des difficultés avec eux, c'est très difficile de refaire du business avec eux. Suivante. La Suède. Alors la Suède, ben, j'ai fait plusieurs séjours là-bas et j'ai même terminé par manager une filiale. Hein. Donc le groupe Alpha Laval, c'est un groupe qui fabriquait à l'époque des échangeurs thermiques et j'en ai vendu beaucoup en France pour eux, notamment sur les unités de traitement d'eau de mer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de séjours et participé à des réunions, des séminaires, et j'ai toujours apprécié la précision de ces gens-là. La Suède est connue pour une société tolérante. Dans la culture suédoise, personne n'est élevé sur un piédestal. Ça, c'est important parce que quel que soit votre titre, vous n'aurez pas forcément une place prépondérante par rapport au reste du groupe. Tout est décidé en groupe. Et la ponctualité, c'est un trait de personnalité nordique et c'est une exigence qui ne souffre aucune transgression. N'arrivez jamais en retard à une réunion avec des Suédois parce qu'ils savent vous le dire et peuvent même vous dire bah, c'est terminé, on a passé à autre chose. Alors c'est un style de communication direct. Hein. Ce sont des gens qui sont pas forcément enthousiastes. Je peux vous donner une petite histoire. Lorsque, dans le cadre de la filiale Jalat, j'avais réussi à prendre un gros contrat de fourniture de produits pour une société qui faisait du traitement des papiers, qui était à l'époque détenu par un fabricant suédois. Et j'ai réussi à convaincre un des acheteurs de passer avec nous.
Et nous étions heureux parce que ça représentait pratiquement plus de 50% du chiffre de la filiale de l'époque. Donc, nous étions heureux et j'étais heureux. Et j'ai eu la bonne idée de dire, bon, on va prendre une bouteille de champagne pour arroser ça. Eh bien, ils n'ont pas voulu boire parce que ça ne se fait pas, ce genre de choses. Alors, quand vous venez de votre culture latine française, où nous essayons de profiter des bons moments et que vous avez en face de vous des gens comme ça qui vous disent non, vous prenez une claque. Hein. Alors, on négocie avec un Suédois, il faut prendre son temps. Ils sont très lents dans la décision et ils ont le sens du détail. Ils vont peut-être mettre 10 heures à discuter un point. S'ils n'ont pas satisfait, le groupe n'est pas satisfait sur ce point, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Alors, j'avais l'habitude de dire, parce que j'y suis resté quand même 3 ans en Suède en permanent, et je m'occupais de tous les pays nordiques, hein, jusqu'en Islande, quand des Suédois commencent à travailler, lorsqu'ils ont 90% des problèmes résolus. Après, c'est leur propre initiative, ils savent agrémenter. Et quand j'ai terminé ma mission en Scandinavie, ma direction à l'époque m'a dit, vous allez maintenant en Espagne faire la même chose. Et là, j'ai découvert que c'était l'inverse. Nos chers amis espagnols, ils aiment démarrer très vite, mais ils savent aller dans tous les sens. C'est pas toujours bon non plus. Hein. Suivante. Suivante. La Russie. Alors la Russie, un Russe peut paraître froid au premier abord, c'est naturel chez eux. Il ne faut pas vous leurrer, c'est pas grave, parce que la sourire n'est pas synonyme de respect ou de politesse. Hein. En étant distants, ils se déclarent neutres et donc ils évitent l'hypocrisie. C'est important ça. Hein. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir un Russe qui vous tire la gueule, excuse-moi du terme, il n'y a pas d'autre chose. Hein. C'est faux, il écoute, tout simplement. Bon, il faut apprendre un peu quelques mots de russe, ça leur fait plaisir parce qu'ils ne maîtrisent pas tous l'anglais. Et même à Saint-Pétersbourg, qui est pourtant une ville cosmopolite, ben, il y en a très peu qui parlent l'anglais. Il est très mal vu en Russie de couper la parole à son interlocuteur. Quand quelqu'un parle, il faut l'écouter jusqu'au bout sans faire de remarques, même positives. Et ça, je peux vous assurer que ce n'est pas facile à vivre quand vous avez pendant 1 heure et demie un mec qui vous parle et vous ne pouvez pas le couper. Hein. Vous avez peut-être vu à la télévision ces grandes messes soviétiques à l'époque où tout le monde écoutait poliment le président. Bah, c'est un peu ça. Ils sont sceptiques. Ils ne font aucunement confiance à ce qui n'est pas écrit. Ne cherchez pas, ne quittez pas une réunion sans avoir d'abord libellé tout ce qui a été décidé. Ils ne se sentent pas engagés par des propos. Hein. Ils peuvent venir 10 fois sur le détail. Alors, quand j'ai signé cette société mixte, ça a duré 6 ans. Entre le premier contact que j'ai eu et le moment où on a signé ce contrat avec bien sûr toutes les autorités officielles françaises et russes, eh bien, il s'est passé 6 ans. Et pendant ce temps-là, eh bien, il faut prendre son temps, il faut écouter, il faut travailler. Et la négociation de la société, j'étais avec le responsable de la Société Générale à Moscou à l'époque, et il disait, on avait bâti notre travail, hein, on préparait toutes les structures administratives, juridiques, et ainsi de suite pour la société, et ça a été balayé très vite. Par contre, ce qui a pris beaucoup de temps, ce que nous ne pouvions pas savoir, c'était le standing des voitures de fonction qui devait être donné à chacun des responsables. Alors là, je peux vous assurer que là aussi, vous marrez parce que il y a des choses qu'on a pu faire passer qui, normalement, n'auraient jamais dû passer. Mais bon, c'est la vie. Hein. Les Russes sont toujours habitués à marchander. Ne pensez pas que lorsque vous allez faire une offre et puis que vous pensez avoir un accord, qui ne va pas revenir derrière vous en disant, dites donc, vous m'aviez promis ça, mais maintenant il faudrait vous aligner peut-être 10% de moins. Hein, bah, c'est leur style. Il faut faire avec. Alors, il y a un cliché qui est toujours valide, celui de la boisson. Les Russes, bah, il faut qu'ils boivent de la vodka et il faut boire un peu de vodka. Rassurez-vous, il y a des techniques pour éviter ça, ne jamais vider son verre. Pendant discrètement, quand vous pouvez, vous remettez de l'eau par de la vodka, ça ne se voit pas beaucoup. Et puis surtout, vous montrez bien que vous boirez un verre avec eux et pas plus. Et après, ils ne reviendront plus sur ce sujet-là. C'est ça la Russie. Un pays fascinant, agréable à travailler, avec des gens qui sont
très chaleureux et qui aiment beaucoup la France, pour tous ceux que j'ai connus. Suivant, le Japon. Alors le Japon, j'ai pas forcément des souvenirs fabuleux parce que j'y ai commis des erreurs. Là-bas, bon, il faut être modeste et réservé, je l'étais à l'époque, il faut garder un comportement humble, il faut être professionnel à tous les niveaux. Ça, ils attendent une qualité irréprochable de tout ce que vous allez dire et au respect des délais. Hein. Il faut respecter les règles de politesse, il faut être ponctuel, il faut échanger les cartes de visite. Vous avez vu la façon, les deux mains en se courbant, ça, c'est des choses qu'on apprend facilement, c'est même marrant. On se demande parfois d'ailleurs si c'est bien nécessaire, mais bon. Il faut être patient et persévérant. Et puis surtout, il faut, comment dirais-je, ne pas les affronter directement, ne pas montrer que vous avez il y a des choses qui vous agacent. Ça, ils vont le sentir, ils vont vous le faire payer cher par la suite. Il faut montrer que vous êtes un fournisseur fiable, mais soyez conscient que ça peut prendre des mois, ce genre de choses. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez le meilleur produit qu'ils vont vous écouter. Hein. Bon, il faut créer un climat amical, mais ça, c'est un peu partout dans tous les pays. Hein. Alors, soyez clairs aussi, les Japonais ne vous avoueront jamais qu'ils n'ont pas compris, de peur de perdre la face, mais aussi de vous faire perdre la face parce qu'ils vont penser que vous avez mal expliqué. Ça, c'est tout à fait japonais. Hein. N'hésitez pas à expliquer, répéter et répéter sans cesse. Alors, aussi, interpréter le langage non verbal. Le japonais hoche souvent la tête. Ce n'est pas un signe d'approbation. Ce n'est qu'une façon de montrer qu'ils vous écoutent avec beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, ils n'oseront pas exprimer un non catégorique. Ils vous mettront des tas de mots pour vous montrer qu'ils ne sont pas d'accord, mais en restant polis. Alors, quand je dis que j'ai fait des erreurs, j'ai montré à des réunions de vendeurs, que notamment à des responsables, que comme il était très en retard sur ses ventes, sur son business, je lui ai montré qu'il était un petit peu en retard, mais pourtant j'avais essayé de prendre quelques. Et bien ça lui a déplu, ça m'a payé très cher parce que il ne m'écoutait plus par la suite. Hein. Heureusement pour moi, il a quitté. Et donc, on a pu remettre une structure plus efficace parce qu'à l'époque, du Japon, on commercialisait sur tout le sud-est asiatique. Mais il a fallu du temps et j'ai perdu du temps à cause de ça, ce qui montre bien qu'il est extrêmement important de ne jamais affronter dans une réunion un Japonais. Hein. Suivant. La Chine. Alors la Chine, j'y ai fait surtout des expositions. Là, pareil, on retrouve les mêmes sentiments, hein, respecter la hiérarchie. Si vous ne, quand vous rencontrez un Chinois, il faut faire très attention. Le patron doit être traité de façon privilégiée par rapport à ses subalternes. C'est peut-être idiot pour nous qui ne sommes pas habitués à cela, mais il doit être salué en premier. Il doit être traité avec quelqu'un du même rang hiérarchique. Si vous venez tout seul, vous êtes dans une entreprise, vous venez tout seul d'abord pour commercer, eh bien, le dirigeant japonais qui va vous accueillir, il va vous déléguer quelqu'un qui sera au même niveau que vous. Lui, il ne viendra pas. Il ne viendra que lorsque votre patron viendra pour signer éventuellement le contrat. Il faut garder toujours une règle, une certaine retenue. C'est tout à fait la Chine, ça. On est un comportement humble et modeste, mais rassurant. Il faut garder le contrôle de vous-même. Hein. Même s'ils sont de mauvaise foi, il ne faut jamais s'énerver. On retrouve ce qui se passe au Japon, hein, c'est la même chose. Hein. Pas de haussement de voix, pas d'expression faciale explicite. Par exemple, si vous êtes en colère et que vous bouillez dans votre coin, ben, il faut se cacher. Hein. Ne jamais faire perdre la face à votre interlocuteur, ça, effectivement, c'est typiquement asiatique, ça. Il faut savoir aussi que le business dans le sud-est asiatique est détenu à 90% par des Chinois. Que ce soit à Singapour, que ce soit à Manille, c'est eux qui pilotent le business pour la plupart. Donc, ces règles-là, elles s'appliquent à tous ces gens-là. Les Chinois parlent très peu l'anglais, hein, il ne faut pas se leurrer, donc il faut avoir un interprète. Et puis, comme ça vous permet de mieux connaître la région. Voilà donc ce que je peux dire sur la Chine. Là aussi, je vous parle de la Chine,
d'il y a en gros 15-20 ans. Je sais que ça change beaucoup et je suis de très près, et M. Foulon, tout à l'heure, vous en parlera probablement, parce qu'il le connaît bien aussi, ce marché. C'est un marché essentiel, des gens particuliers, et je crois que bah, c'est à nous de faire tous les pas nécessaires pour aller à leur rencontre. Suivante. Alors, j'ai beaucoup travaillé aussi avec le Moyen-Orient dans les Émirats. Là, j'ai créé carrément le réseau de distribution de vente des pays, donc des équipements de protection individuelle à destination du secteur pétrolier, qui à l'époque, c'était vraiment important. Et les négociations sont toujours lentes. Il faut bien connaître son homologue arabe avant de commencer à parler de business. Même lorsque vous avez gagné l'amitié et la confiance des partenaires, ce n'est pas pour cela qu'ils vont vous recommander aux autres. Hein. Il faut être patient et laisser l'autre donner le ton, ça c'est important. Hein. Ils interrompent les conversations. Ça ne les dérange pas d'avoir un téléphone et puis de recevoir une communication qui n'est pas forcément du business pendant que vous êtes assis en face de lui. C'est logique, c'est dans leur façon d'être. Hein. Euh, alors, il est vrai que les jeunes générations d'hommes d'affaires émiratis, ils sont connus pour leur sens des affaires. Ce sont d'excellents businessmen et il n'y a qu'à voir le succès de Dubaï actuellement au niveau du business. Ils savent faire de la prospective et préparer leur terrain. Euh, alors, bien sûr, vous savez que le vendredi est le jour du repos, donc il va de soi qu'il ne faut pas du tout prendre de rendez-vous, même provoquer. Attention, ils ne sont pas tous comme ça, parce que pendant le ramadan, et j'ai eu l'occasion d'être sur ces zones-là pendant le ramadan, il y a des Émiratis qui aiment bien boire et fumer, mais à condition que ça ne se voit pas. Donc, dans des grands hôtels internationaux, mais il y avait des pièces qui étaient faites pour ça. Ils venaient en incognito, en civil, donc pas dans leur tenue habituelle, et puis ben, on continue à discuter sans aller plus loin, sans se pinter, hein, mais on se cache pour boire ou manger. Alors, il faut savoir que dans les Émirats, il y a une hiérarchie aussi très stricte. Les Émiratis, c'est eux qui ont les postes de PDG. Ensuite, les Indiens viennent au poste de direction et aux autres responsabilités. Et c'est comme ça que j'ai pu faire pour des Indiens qui venaient d'Inde et qui se destinaient à travailler sur le Moyen-Orient, des cours pour leur expliquer, comment dirais-je, ils étaient intéressés de connaître les différences entre les Allemands, les Français, les Italiens et ainsi de suite. Comme je trouve ça logique, hein, ils voulaient connaître un peu comment nous aborder. Et j'ai fait ça pendant un an et demi. C'était extrêmement enrichissant pour moi parce que j'ai pu connaître des jeunes sympas que j'ai rencontrés par la suite et qui ont des postes à responsabilité maintenant dans différentes entreprises indiennes. Suivant. Alors les USA. Les USA, je parle en dernier. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé avec le groupe Air Products. J'étais à Lanton, en Pennsylvanie, où à l'époque, Air Products était en train de s'installer sur le marché européen et créer la société Prodair, donc produit de l'air, Air Products. Hein. Travailler avec les Américains, c'est sympa aussi, c'est fabuleux, parce qu'ils apprécient la constitution ils aiment la clarté des propos. Il faut être précis, carré avec eux. Si vous venez comme ça sans avoir préparé vos réunions, bah, ils vont comprendre que vous n'êtes pas forcément fiable. Alors, malgré les apparences décontractées, parce qu'on donne l'impression, ils donnent l'impression d'être décontractés, eh bien, le boss, il reste le boss. Hein. Puis il faut surtout pas il faut surtout éviter de contester cela parce que ça peut vous jouer des tours. Alors, j'ai vécu aussi ce genre de choses où le boss vient vous voir, il vous rencontre dans un bureau et vous demande de lui dire très exactement où vous en êtes de vos prévisions de vente, de votre carnet de commandes et ainsi de suite. Et il a donc préparé ça, il est venu à votre rencontre, il s'est débrouillé pour vous rencontrer dans le couloir, pour vous poser la question. Je l'ai vécu X fois à Lanton. La première fois, vous faites piéger parce que vous n'avez pas préparé, mais après, les fois suivantes, vous le faites. Et puis, il apprécie fortement que vous soyez capable de lui répondre quand il en a besoin. Hein. Alors, aussi, il y a un problème. Hein, les Américains, ils ne sont pas tous des gens ouverts,
comme on peut le trouver sur la côte est ou sur la côte ouest. Au centre des États-Unis, vous avez une foultitude de gens qui sont jamais sortis de chez eux et qui ne savent même pas où se situe la France pour certains, hein. J'exagère le propos peut-être, mais on n'en est pas loin. Alors, je ne vous cache pas que la culture de court terme et les résultats à court terme, c'est ce qui prévaut, hein. Ça, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure pour le boss qui me coinçait dans le couloir et qui me demandait mes prévisions. C'est dans leur façon d'être. Et quand il était en France et il venait nous voir, c'était la même chose. Suivant. Alors, comme nous avons regardé un peu ce que sont les autres, eux, comment ils nous voient, c'est important. Vous allez voir des choses assez drôles. Suivante. Voilà comment ils nous voient. Ça, c'est des trucs que j'ai trouvés dans des revues, dans des journaux à Singapour et en Australie. Comment ils nous voient? Ben, on est toujours la belle image du mec avec son litron de rouge et sa baguette de pain. Et puis, ils nous disent, oui, mais vous pensez être au-dessus de tous les autres. C'est pour ça qu'ils ont fait ce petit schéma. Je ne vous cache pas que j'ai lu plusieurs fois ce genre de commentaires. Suivante. Voilà. Alors, d'une façon générale, et ça, on le rencontre souvent, on est pour eux arrogants, râleurs, trop sûrs de nous-mêmes. On voudrait diriger le monde parce que nous sommes la patrie des droits de l'homme. Ce ménage était là souvent relayé par nos chers politiques, hein. Pour parler cru, on nous reproche de péter plus haut que nous derrière et de penser que les autres doivent considérer ça comme légitime. Alors je dirais que ça, c'est simple, ce genre de choses. Mais par contre, ce qui est plus grave, à mon avis, on ne tient pas toujours nos promesses. Notre service n'est pas fiable. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est le classement Forum Davos. Vous savez que nous sommes considérés comme la cinquième puissance mondiale au niveau business et ainsi de suite. Par contre, quand vous associez la vente d'équipements et que vous associez ce qu'est le service, ce qu'est la rapidité de réponse, on descend au 20e rang. Ça, c'est notre défaut numéro un à l'exportation actuellement. Et si nous avons pris des claques récentes encore, vous avez entendu parler des sous-marins de l'Australie. Pourquoi ils en sont arrivés là? C'est que depuis un bon moment, il y avait des demandes qui étaient faites sur des dossiers techniques pour lesquels il n'y avait pas de réponse ou des délais qui étaient absolument impossibles. Et ces gens-là, un jour, ils disent, bon, allez, si vous n'êtes pas bon, vous vous cassez. Et je crois que c'est le grand défaut que nous avons actuellement, notamment dans les PME que nous suivons. Il y a ce sens, bien sûr, de faire les choses au mieux, mais ce n'est pas suffisant, il faut les faire bien. Et ça, tant qu'on n'a pas acquis cette capacité de faire les choses bien pour aller à l'export, ce n'est pas la peine d'en faire. Suivant. Alors, juste deux éléments. Vous avez entendu parler qu'en ce moment se tient le high-tech show à Las Vegas, qui est en fait là où se présentent toutes les nouvelles technologies dans le monde. Alors, les journalistes américains, ils disaient, bon, on n'a jamais vu autant de capacités, de propositions nouvelles. Par contre, aucune société ne vient avec un plan d'action sérieux construit pour attaquer le marché. Et ça, là encore, c'est un gros défaut. L'autre point qui rejoint un peu ce que nous supportons aussi un peu dans le monde, c'est un document que j'avais trouvé de Shanghai Morning News en février 2016. Les patrons français parlent trop et semblent peu fiables pour faire des produits de qualité. Quand vous entendez ça, vous prenez une claque, hein. Comme ils comparent toujours avec les sérieux des Allemands, cela discrédite nos industries, notre management. Et c'est vrai. Prenez un exemple. Regardez aujourd'hui si on vend des voitures françaises en Chine. Il y en a très peu. Il y a Peugeot qui a fait un centre là-bas. Est-ce qu'on en voit aux États-Unis? Pratiquement pas. Par contre, les Allemands sont partout. Pourquoi? Parce ils sont associés à un élément de qualité qui est absolument indéniable. Voilà, la suite. Next. Alors, ben, je conclurai ceci, ne jamais oublier que le client a le choix. Pas vous, pas nous. Nous devons montrer qu'on est les meilleurs, hein. Il ne s'agit pas d'avoir un produit excellent, d'avoir une société avec une grande surface, des grands bureaux. Non, quand vous êtes à l'autre bout du monde,
eh ben, il faut montrer que vous êtes aussi bon que le produit que vous allez vendre. Suivant. Alors, juste pour vos informations, voilà comment ils voient le monde. Donc, vous voyez que notre petite France est à l'extrême en haut à gauche, et certains que ils y pensent, mais pas souvent. Voilà. Suivant. Alors, le commerce international, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une chance pour la France, mais pour vous, c'est fabuleux de pouvoir rencontrer le monde et le comprendre, et vous allez tisser des relations, des liens avec les gens qui sont absolument superbes, hein, et puis c'est extrêmement enrichissant pour soi, hein, c'est important. Et qui plus est, dans votre cursus, le fait d'avoir une expérience à l'international, c'est toujours valorisant. Suivant. Alors, je pense que Claude Foulon doit être arrivé. Oui, tout à fait. Voilà, je te laisse la place, Claude. Je viens, je crois que j'interviens en tout début de conférence. Non, non, On est en début de conférence là? non, 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 là, Non. j'ai présenté ma partie, donc Ah je oui, suis d'accord. arrivé maintenant à Ah, ton cursus. Oui, Voilà. vous pouvez d'accord. prendre la suite, Monsieur Foulon. D'accord, merci beaucoup. Oui, j'arrive un petit peu, j'arrive de loin, donc je m'excuse de cette, de la manière dont je me présente. Alors, j'interviens à partir de New York et il est encore 8 heures, il est 8h40 exactement du matin. Donc, ceci explique que je pensais arriver en début de conférence et non pas en plein milieu et au moment où je dois, pour ma part, intervenir. Euh, Réussir à l'international, alors je pense qu'avec la présentation qui vient de vous être faite par euh, mon ami, je vais vous compléter ce qu'il a dit, puisque lui qui vient du secteur privé et qui a été un international toute sa carrière dans le cadre d'une entreprise ou à la tête d'une entreprise, est tout à fait la personne différente, puisque moi je vais intervenir au niveau du conseil de l'administration et en appui à l'international pour le compte de l'administration française. Je me présente rapidement. J'ai fait mes études à Subdeco Nantes. Je suis donc diplômé des écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises. Et je suis un des seuls dans les années 68 à sortir de cette école avec une spécialisation commerce international, commerce extérieur. Je vais profiter de... je, je vais profiter, excusez-moi, est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? J'ai pas la main sur mes diapositives, donc Suivante. voilà, super. Donc, ce qui me, euh, ce qui me caractérise, c'est que ma carrière à l'international a été hybride. Euh, j'ai pendant plusieurs années été dans le secteur public et j'ai commencé dans le secteur privé pour terminer dans le secteur privé. Dans le secteur public, je travaillais sous la direction des relations économiques extérieures du ministère de l'économie et des finances et, et également du Trésor. C'est ce que l'on retrouve dans le dispositif français de soutien à l'exportation aujourd'hui sous l'égide de Business France et Business France. Dans le privé, j'ai travaillé dans le cadre d'entreprises
BASF à mes débuts et le groupe Score, numéro 1 français de la réassurance à la fin de ma carrière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne me destinais pas, je ne pensais pas intervenir dans le monde entier. J'avais une fixation sur l'Europe à l'époque en sortant de Subdeco-Nantes. Et comme c'était la fin de l'occupation de l'Allemagne, j'ai été envoyé en Allemagne dans le cadre de mon service militaire à côté de Ludwigshafen, où j'ai terminé mon service militaire et ce qui marquait, c'est également la fin de l'occupation de l'Allemagne par la France à cette époque. Et ce qui m'a incité, comme je parlais allemand en seconde langue, à me présenter à la BASF pour obtenir un premier, ce qui était l'équivalent d'un stage, on dirait aujourd'hui. BASF, ce qui était surprenant, c'est que le numéro 1 mondial de la chimie avait un département engrais et produits phytosanitaires dans lequel je vais obtenir un poste de logisticien. Je vais m'occuper de l'exportation vers l'Afrique, puis vers le Pacifique et une première fois déjà des bateaux complets d'engrais, d'azote pour les paysans chinois à l'époque. C'était mon premier contact au grand international, mais à partir de l'Europe, à partir de l'Allemagne, à partir d'un petit bureau de cette grande entreprise à Ludwigshafen, en plein cœur de l'Allemagne. J'étais à cette époque désireux d'aller dans le secteur public, et donc j'avais déposé un dossier auprès du ministère de l'économie et des finances pour essayer d'être sélectionné pour partir dans un poste, ce qu'on appelait à l'époque les postes d'expansion économique. Après 9 mois d'activité à BASF, je reçois un télégramme, ça se faisait par télégramme à l'époque, je reçois un télégramme me convoquant pour un premier entretien au ministère, à la direction des relations économiques extérieures, ça s'appelait comme ça à l'époque, Quai Branly. Et donc, je vais obtenir d'être nommé à Francfort comme attaché commercial auprès du consulat général de France à Francfort, attaché du poste, ce qu'on appelait à l'époque du poste d'expansion économique. Il y avait à l'époque, c'était le début du marché commun, il y avait des postes d'expansion économique dans les plus grandes villes d'Allemagne de l'Ouest. Il y avait également un poste à Berlin, mais il y avait Munich, Francfort, Cologne et Hambourg. Et la proximité de Francfort avec Ludwigshafen, où je travaillais à la BASF, a fait que c'est Francfort que j'ai pu retenir. Et pendant 3 ans, je vais là non plus faire de l'exportation, mais accompagner l'entreprise française sur le marché allemand pour qu'elle exporte. Et c'était très important à l'époque de pouvoir soutenir l'entreprise française, surtout la PME, la TPME, pour faire ses premiers pas sur le marché plus important pour la France au niveau exportation était déjà à l'époque l'Allemagne. Et donc l'administration française tenait à soutenir, accompagner, aider l'entreprise à faire ses débuts sur ces marchés-là. Fort de cette première expérience, je vais pouvoir obtenir un deuxième mandat, un deuxième contrat, et cette fois en Autriche. Alors là, je sors
l'Autriche était pas encore dans le marché commun à l'époque. Je sors donc du cadre du marché commun pour aller dans un pays complètement autonome au niveau de son marché, de son commerce extérieur. Et je vais là pouvoir, pendant 5 ans, faire exactement le même travail et plus particulièrement pour tout ce qui est biens de consommation. Je vais accompagner le jouet français, mais aussi les produits alimentaires. Je vais créer sur place une antenne de la Sopexa, qui était la Sopexa, c'est pour ceux qui ne le savent pas, est l'organisme l'organisme français de soutien à l'exportation pour tout ce qui est produits alimentaires transformés, c'est-à-dire, pour résumer, les vins et les fromages, mais aussi tous les autres produits. Je ne me doutais pas que travailler à l'exportation allait me conduire à organiser dans les grands magasins d'Autriche, de Vienne et des autres villes, des semaines françaises, des séminaires dans les écoles hôtelières pour expliquer, faire le tour de France des vins français, etc. C'était une manière pour moi excitante de faire de la promotion et je vais bientôt comprendre que c'est par l'intermédiaire des salons, des manifestations, des séminaires, des missions de prospection que on peut apporter à l'entreprise française qui souhaite s'installer sur un marché étranger un réel soutien en étant le lien sur place, un peu l'homme à tout faire sur place pour donner les bons contacts ou donner un coup de main à l'organisation, etc. Mais ces 10 premières années en Europe vont me donner le goût d'aller voir ce qui se passe plus loin. Et donc, je vais... alors, je ne peux pas faire défiler là. Voilà, je vais... alors, je vais pouvoir entamer après 10 ans, et j'ai à l'époque une trentaine d'années, ce qui va être la partie la plus importante de ma carrière. Et puisque notre intervention, c'est réussir à l'international, si je transpose ça sur ma propre carrière, ma réussite à l'international, je crois que c'est sur la Chine que j'ai pu la réaliser et par un concours de circonstances indépendant de mes choix. Je n'ai pas choisi de réussir à l'international en Asie, mais les circonstances m'ont amené à partir de Vienne vers Hong Kong en 1980, à une époque où Hong Kong était encore sous gouvernance anglaise et donc avec mon premier passeport diplomatique comme conseiller commercial adjoint à Hong Kong, donc dans les années 80. Hong Kong et Macao, c'était à l'époque un peu particulier parce que c'était des marchés à conquérir en soi. Hong Kong avait à l'époque, en 1980, la réputation de fournir avec ses usines verticales une main-d'œuvre à très bon marché, des produits, surtout dans le secteur textile, qui venaient inonder le marché européen. Et j'ai eu, par exemple, au niveau de Hong Kong, à me frotter aux problèmes politiques de la production de produits concurrentiels par Hong Kong, comme les montres à quartz. Et j'ai pu être ainsi confronté au problème de la fermeture des frontières françaises aux montres à quartz hongkongaises et naturellement la volonté à Hong Kong des autorités de prendre des mesures
de boycott à l'égard des produits français à l'époque. En fait, c'est quelque chose qui a duré quelques mois et a été résolu au niveau ministériel. Mais pour moi, c'est une expérience extrêmement intéressante de commerce international vécu du côté de l'administration, on va dire. Je me mets à la place des fabricants français de montres qui souhaitaient se protéger d'une concurrence hongkongaise absolument dangereuse pour l'avenir de leur entreprise. Restons sur la Chine parce que je vais pas m'arrêter là. Au bout de 3 ans et après avoir épuisé ce que je pouvais faire comme soutien au niveau des entreprises françaises sur le territoire même de Hong Kong et Macao, je me suis plutôt spécialisé sur les relations Hong Kong-Chine car je voyais effectivement 50% des entreprises françaises qui venaient nous voir à Hong Kong venaient nous parler du marché chinois. Et je me suis dit que c'était sans doute là qu'il fallait que je me concentre pour pouvoir apporter des réponses à toutes ces questions que se posaient les visiteurs, mes visiteurs. Ce que j'ai découvert sur place, c'est qu'il y avait on va dire 50, 100 ans, 100 années au préalable, ce n'étaient pas les conseillers commerciaux qui aidaient les entreprises, c'était les prêtres, c'était les pères jésuites installés en Chine qui étaient un peu les agents du commerce français en Chine. Les chambres de commerce confiaient quelquefois à des pères jésuites la fonction d'être un peu leur tête de pont dans les provinces de Chine où ils étaient opérationnels. Un aspect intéressant de l'histoire du commerce international, de voir à quel point la pénétration européenne pouvait aussi passer par les États, l'armée, mais aussi l'Église. Au bout de 3 ans, je me suis posé la question j'ai voulu aller continuer en Chine ce que j'avais commencé à partir de Hong Kong et on m'a fait savoir que bon, peut-être Taïwan était une meilleure destination. Et finalement, je vais pouvoir, à partir de 1983, travailler sur Canton où j'avais déjà commencé à être le relais de l'ambassade de France en Chine, en Chine du Sud, pendant les foires de Canton, qui 2 mois par an mobilisaient du personnel diplomatique sur place pour aider les visiteurs français qui fréquentaient cette foire de Canton. C'était principalement des acheteurs, mais les grands intervenants des grandes entreprises, des grands groupes français étaient également présents à Canton parce qu'ils pouvaient y rencontrer, c'était le seul moment de l'année où ils obtenaient des visas, ils pouvaient y rencontrer leurs homologues chinois et commencer des négociations sur tel ou tel projet. C'est ainsi que, à la foire de Canton d'automne 1980, j'ai pu moi-même être présent à la première négociation entre Framatome et les instances nucléaires chinoises de Chine du Sud pour un projet qui, 7 ans plus tard, va déboucher sur la construction d'une première centrale nucléaire franco-chinoise financée et administrée par la Société d'électricité de Hong Kong. C'est un projet énorme et qui a mis 7 ans à se développer jusqu'à sa signature, puis plusieurs années encore pour se construire. Vous voyez que on voit bien là que l'international aussi, c'est une question de durée, de patience, de longueur, de calendrier. C'est quelque chose où il faut sans cesse se projeter dans le futur. Au bout de quelques années, j'ai pu, de cette manière, imposer un petit peu la présence française en Chine du Sud
et ouvrir officiellement en 1985 une antenne de l'ambassade de France à Canton pour la Chine du Sud. C'est-à-dire j'avais compétence sur une demi-douzaine de provinces de Chine du Sud sur lesquelles je pouvais rassembler des informations, poursuivre les projets, aider les entreprises françaises qui souhaitaient y intervenir. Cela m'a cela m'a réussi puisqu'on m'a proposé ensuite d'aller faire la même chose à Shanghai de 1988 à 1990. La Chine s'était développée à deux vitesses. La Chine du Sud allait deux fois plus vite que la Chine du Nord et Shanghai essayait au milieu de tout ça, en Chine de l'Est, à revenir à la pointe de l'actualité chinoise, car Shanghai a toujours été un phénomène à part en Chine. Et donc, le projet, enfin, pour vous donner un exemple, le métro de Shanghai, auquel participaient, ou souhaitaient participer les Français, avait commencé avant même celui de Canton. Mais tout cela va s'arrêter avec les événements de Tiananmen, où les puissances étrangères vont boycotter la Chine et à partir de 1989, après juin 89, il va être extrêmement difficile de faire de l'international en Chine. C'est pour vous donner un ordre de grandeur, j'avais un visiteur, à partir de juin, j'ai eu 1 ou 2 visiteurs par mois venant de France ou de Hong Kong, car souvent les Français envoyaient en Chine leur responsable Asie. Je vais, à cause de Tiananmen, basculer vers l'hémisphère sud. Je suis, merci de passer voilà, je change d'hémisphère en Australie de 1990 à 1994. J'observais de la Chine que le gouvernement mettait en place, avec Michel Rocard, des clubs pays, et il se trouvait que à Sydney, où je m'étais rendu, j'ai pu rencontrer le responsable de Péchiné, et c'est là que j'ai découvert que je pouvais basculer non seulement d'un hémisphère à l'autre, mais de l'administration, mais du ministère de l'économie et des finances vers l'administration des chambres de commerce françaises à l'étranger, qui, à l'époque, se faisait aider par mon ministère pour animer ces chambres de commerce à l'étranger qui étaient installées dans les principales capitales dans le monde entier. Je vais pouvoir ainsi me faire nommer directeur de la Chambre de commerce fédérale franco-australienne à Sydney à partir de 1990. Je vais débarquer dans les valises du président gandois, car il se faisait fort à partir avec l'aide de sa filiale australienne d'animer les activités d'une chambre de commerce française à l'étranger, qui consistait à faire tout ce que les postes d'expansion, tout ce que l'administration tout ce que les postes d'expansion économique ne pouvaient pas faire, c'est-à-dire être sur le terrain avec l'entreprise, aux côtés de l'entreprise, pour développer, accroître, enrichir la présence française dans un pays donné. Ce travail en chambre de commerce m'a passionné, car elle était d'une certaine manière une manière concrète de faire ce que je proposais de faire lorsque j'étais simplement conseiller commercial. À ce titre, par exemple, une des plus belles réalisations en chambre de commerce française en Australie a été d'aider au développement du commerce français en Papouasie-Nouvelle-Guinée à partir de nos implantations françaises en Australie.
ce qui était aussi passionnant, c'était de pouvoir intervenir sur le terrain avec des chambres de commerce localisées comme celle de Brisbane, de Sydney, de Melbourne et de Perth. Donc j'avais 4 chambres de commerce à animer. Il fallait élire les présidents, recruter, trouver des membres et aussi avoir des activités qui permettent aux chambres je n'avais pas seulement des subventions, mais j'avais des revenus en tant que chambre de commerce que je devais développer. Et à ce titre, j'étais un peu déjà dans le privé, dans les affaires, puisque j'avais un budget, j'avais des recettes, j'avais des dépenses. J'étais donc un chef d'entreprise à part entière en Australie. Ceci va durer 4 ans. Et dans le cadre de cette activité de chambre de commerce en Australie, j'ai eu à aider le territoire français de Nouvelle-Calédonie à se faire connaître en Australie, à utiliser un petit peu ses relations internationales pour euh, venir explorer en Australie les possibilités de développement économique pour les entreprises françaises de Nouvelle-Calédonie ou les entreprises calédoniennes. À ce sujet, j'ai réalisé que la Nouvelle-Calédonie recherchait un responsable du commerce extérieur qu'ils appelaient délégué du commerce extérieur, un poste qui était vacant depuis quelques mois. Et après 4 années donc de chambre de commerce en Australie, je suis passé en Nouvelle-Calédonie. Merci de passer à la, à la- à la diapo suivante. Je suis devenu ce qu'on appelle un délégué pour le commerce extérieur du territoire. C'était quelque chose. J'étais le 7e fonctionnaire d'un territoire qui compte que 170 000 habitants et j'en avais compétence où j'avais en charge l'avenir international de 17 sociétés installées sur le territoire de Nouvelle-Calédonie qui ne demandaient pas mieux que d'aller essayer d'étendre leur activité en dehors du territoire. Alors, il y en avait quand même une qui était extrêmement importante, qui est le groupe Eramet, puisque le groupe Eramet, premier producteur français de nickel, et pour cause, puisque la Nouvelle-Calédonie est un réservoir de nickel extraordinaire, était la grande société exportatrice de Nouvelle-Calédonie. Euh, je me suis pas, j'étais pas limité à cette seule activité puisque situé en plein cœur du Pacifique, j'étais le conseiller commercial de France au Vanuatu, aux îles Salomon et à Fidji. Alors ça semble, j'allais simplement à partir de Nouméa en mission régulièrement dans ces trois îles, on va dire. On peut se demander ce que j'y faisais. Alors, sur le Vanuatu, j'aidais le Vanuatu à acheter un petit avion. Aux îles Salomon, je m'intéressais à la coupe de bois et aux élevages, de crevettes. Quant à Fidji, ben, c'est une mission un peu particulière parce qu'on y avait auprès de l'ambassade de France à Fidji un poste d'expansion économique. Eh bien, je suis allé le fermer parce que l'activité avec les îles Fidji ne justifiait pas la présence sur place d'un conseiller commercial puisque je pouvais exercer la fonction à partir de Nouméa sans aucune difficulté. C'était pas évident d'être délégué du commerce extérieur de Nouvelle-Calédonie. C'était tellement petit, mais c'était un petit peu l'expression d'une administration
d'une administration française confrontée au problème de l'administration territoriale. Aujourd'hui encore, avec les référendums qui ont lieu en Nouvelle-Calédonie pour l'indépendance, on voit combien c'est compliqué. Et par exemple, pour être nommé en Nouvelle-Calédonie, j'ai dû faire signer mon décret de nomination par 3 ministres, ce qui vous montre toute la complexité de la gestion d'un tel territoire. Au niveau de commerce international, une des plus belles réalisations que j'ai pu peut-être faire à ce moment-là, c'est de regrouper mes 17 exportateurs en association et aller les aider, aller faire leur promotion. À Fidji, justement, j'ai organisé la première exposition française des entreprises de Nouvelle-Calédonie à Fidji au cours de ces 3 années passées là-bas. J'ai quand même, on m'a proposé de rester 3 ans de plus, de faire un deuxième contrat, on va dire, en Nouvelle-Calédonie, mais j'avais eu un peu la nostalgie de la grande exportation et de ma carrière précédente, et donc j'ai voulu retourner vers la carrière, enfin vers le métier de conseiller commercial. Et donc, je vais, après la Nouvelle-Calédonie, être nommé à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour m'occuper non seulement de l'Afrique du Sud, mais ce qu'on appelle l'Afrique australe, c'est-à-dire la Namibie, le Botswana et un pays que je ne connaissais pas géographiquement, le royaume du Lesotho. Merci voilà, mon expérience africaine va être de 97 à 99. En Afrique du Sud, ce qui m'a le plus intéressé, j'ai pu amener en Afrique du Sud mon expérience calédonienne, en ce sens que dès mon arrivée en Afrique du Sud, les douanes d'Afrique du Sud m'ont sollicité pour savoir quel appui, quelles entreprises françaises pour les aider à les informatiser. Alors là, je pense que c'est quelque chose qui est complètement dans les cordes de l'ESEP, mais les douanes sud-africaines voulaient passer du papier à l'ordinateur, et la chance voulait que c'est exactement ce que j'avais piloté, conduit en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que j'étais intervenu auprès des douanes françaises à Nouméa pour les informatiser avec l'aide de bulles qui avaient été choisies par l'administration française pour ce faire. Et donc, je me suis dit que on avait, avec l'expérience et les moyens mis en place en Nouvelle-Calédonie, de quoi montrer et prouver aux Sud-Africains que nous étions capables de les aider à s'informatiser. Le problème qui m'est revenu sur les épaules, c'était qu'ils voulaient bien s'informatiser, mais ils n'avaient pas les moyens, ils pensaient ne pas avoir les moyens financiers de le faire. Et j'ai donc dû organiser côté français l'obtention d'un prêt bonifié du gouvernement français pour et des bulles d'un côté et les Sud-Africains d'un autre côté à s'informatiser. Cela a duré à peu près 3 ans, comme tout bon contrat important, avec pour résultat que finalement les Sud-Africains, au bout du compte, ont décidé de le faire eux-mêmes. Et donc nous avons avec Bull beaucoup regretté ce temps passé, mais bon, ça fait partie du métier. Il y a les affaires que l'on réussit et celles que l'on manque, mais je crois qu'on était très, très près du bout. Très près du bout. J'ai eu plus de succès en Namibie, où j'ai découvert combien
ce pays qui vit de ses ressources minières, en particulier des diamants, avait aussi une ressource très importante qui était la pêche en mer, exploitée à fond par les Portugais. Et j'ai beaucoup passé de temps à amener les fabricants français de matériel pour les conserveries, pour inciter les Namibiens à s'équiper, à développer leurs usines de conserve de poissons autour du centre de pêche le plus important de Namibie, autour de Walfish Bay. Le royaume du Lesotho mérite une petite... D'abord, peu de monde sait géographiquement où cela se trouve. C'est une enclave en plein milieu, en plein centre indépendante, en plein centre de l'Afrique du Sud. Et il se trouve que la France y a construit plusieurs structures hydroélectriques, des barrages qui permettent de retenir l'eau. C'est un peu le réservoir, le Lesotho est un peu le réservoir en eau de l'Afrique du Sud et aussi un centre de production d'électricité auquel les Français ont pu s'impliquer complètement. Ceci m'a valu beaucoup de rencontres avec les responsables, les hauts fonctionnaires et les dirigeants du Lesotho, et c'était une de mes fonctions particulières. Voilà, alors je vais terminer mon expérience africaine en 99 avec l'idée que après tout ce temps passé, il serait peut-être bon, moi qui étais qu'un simple, qui venait juste de refuser d'être fonctionnaire, je peux passer à 55 ans un examen pour être passer d'agent contractuel à fonctionnaire d'État. J'ai refusé là en pensant que si je devenais fonctionnaire, ça serait plus difficile pour moi de passer dans le privé et donc, c'était un peu mon but de terminer ma carrière dans le privé qui pourrait m'aider à appliquer ce que j'avais, concrètement, ce que j'avais conseillé pendant une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc, je vais pas tout de suite passer dans le privé, puisque c'est en 2000, je repars en Chine du fait de mon expérience chinoise à Shanghai, où je vais cette fois non plus être conseiller commercial, mais conseiller commercial adjoint, mais avec un domaine de compétences un peu élargi sur la Chine de l'Est. Et c'est durant ce séjour de 2000 à 2002 que je vais rencontrer celui qui va faire appel à mes services à la fin de ma carrière, Denis Kessler, président du groupe Oscore, qui cherchait pour l'avenir de son groupe en Chine quelqu'un qui puisse animer, surveiller l'implantation du groupe Oscore sur le marché chinois. Et une expérience qui va me permettre de terminer ma carrière à partir de 2008 en Chine et pendant 4 années comme représentant général du groupe Score en Chine avec alors certes je connaissais la Chine mais je ne connaissais rien à la réassurance et donc à 62 ans je me suis trouvé confronté avec le problème d'apporter une expérience territoriale, internationale à un groupe sur un métier que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai tout appris sur le terrain. J'ai dû tout, et avec la difficulté supplémentaire de la langue, car si la langue de travail était l'anglais, il fallait aussi
exploiter des documents en chinois, d'où toute la complexité de la situation. Et après 4 années de bons et loyaux services pour le groupe SCOR en territoire chinois, avec comme directeur général un Hongkongais basé à Singapour la bénédiction du président directeur général du groupe à partir de Paris, ben, j'ai pu ainsi terminer cette carrière internationale très, très fournie qui, comme vous avez peut-être entendu, m'avait permis, en tout cas moi aussi personnellement, de faire un peu le tour du monde. Je vais le terminer, ce tour du monde, à New York, aux États-Unis, en tant que retraité. Et ça, et en apportant à l'association Acti, dont je fais partie, la possibilité d'avoir des contacts à New York dans le cadre de l'éducation, puisque j'ai aidé pendant 3 ans l'ESCA, l'École supérieure de commerce d'Angers, à être membre de la Chambre de commerce franco-américaine et développer des contacts avec les entreprises membres françaises installées aux États-Unis. Je reviens un tout petit peu sur ma fin de carrière de 2000 à 2012, puisque avant d'intégrer le groupe SCOR en Chine, je vais terminer, je vais certes je retourne en Chine pendant 3 ans à Shanghai comme conseiller commercial adjoint, mais aussi de 2002 à 2005, je vais passer en Allemagne, à Düsseldorf, 3 années en tant que conseiller responsable du réseau, à ma demande, du réseau informatique du premier poste commercial au monde. Je me suis trouvé confronté au problème de l'arrivée de l'informatique dans l'administration française du commerce extérieur et sans jamais avoir été formé. Et donc, la seule façon pour moi de me mettre à jour et d'être vraiment dans le bain et de faire face à tous mes collaborateurs et collègues beaucoup plus jeunes que moi et beaucoup plus ouverts, beaucoup plus informatisés que moi, à pouvoir jouer à jeu égal avec eux. Et donc, prendre la responsabilité du réseau informatique m'a permis d'être formé, éduqué et opérationnel à un âge où on a tendance quelquefois à négliger le développement et l'outil, les nouveaux outils qui sont à nos dispositions. Donc, j'ai mis un point d'honneur en prenant cette responsabilité à ne pas laisser passer le train, on va dire, de l'informatique. Vous qui êtes à l'aise complètement dans le bain de ce problème, vous voyez comment cela peut être vécu dans le cadre d'une entreprise ou d'une administration à l'étranger. Je vais demander aussi à revenir en Chine et je vais obtenir la possibilité de 2005 à 2008 parce que je savais que j'allais terminer ma carrière dans le privé en Chine. Il fallait que je sois déjà sur le terrain pour pouvoir y prétendre plus que quelqu'un d'autre. Et donc, j'accepte un poste d'attaché sectoriel environnement, énergie et industrie lourde à ce qui était non plus un poste d'expansion économique, mais une agence Business France à Pékin, et ça de 2005 à 2008. Dans le secteur, dans l'environnement, j'ai découvert, là j'ai aussi pris un train en marche, puisque l'environnement et l'énergie, c'est quelque chose extrêmement d'actualité. Cela m'a permis de terminer ma carrière sur cette image de cette Chine qui s'éveille verte. Et il y a d'ailleurs une bonne amie à moi qui vient d'écrire un livre sur le sujet. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Est-ce que tu as déjà parlé de... Je vais reprendre la main maintenant pour Voilà, si l'écrit. tu peux. Voilà, s'il te plaît. Ah. Slide. Slide, s'il vous plaît. Ah, tu n'as pas la main sur les slides. Non, non, j'ai pas assez.
S'il vous plaît. Oui, excusez-moi, je vous remets tout de suite le slide. Excusez-moi. Voilà, alors vous revenez sur la fin. Revenez jusqu'à la dernière. Sur l'ECTI. C'est la slide juste après celle que Claude Foulon a terminée. Celle-ci? Non, non, vous descendez, vous descendez. Là, vous êtes au début de l'intervention. Claude Foulon a fait ses slides et juste après, il y a le passage à l'ECTI. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Alors, on va prendre celle avant l'ECTI, sur le sondage d'OpinionWay. Je voudrais montrer cela aux étudiants. Sur OpinionWay, il y a eu un sondage qui a été fait l'année dernière qui indique que seulement 37% des étudiants à l'université trouvent la fonction commerciale attractive. Il n'y en a que 3% pour la trouver très attractive et 23% qui trouvent le métier pas du tout attirant. Alors, vous avez certainement des explications, on en a sorti quelques-unes. La dénomination du commercial peut paraître obsolète. C'est vrai que parfois, en France, être commerçant n'a pas toujours une image très positive, hein. Mais ceci dit, à l'international, c'est autre chose et je peux vous assurer qu'on s'en tire très bien. Ensuite, l'autre point, c'est que vous avez des sentiments négatifs quand vous évoquez la future entrée sur le marché du travail. Alors, c'est vrai que le contexte est difficile actuellement, mais s'il y a un secteur où aujourd'hui on manque de bras, c'est bien le secteur de l'international. Alors, je pense ici que j'ai mis ce document uniquement pour que vous faire réfléchir, on y reviendra après. Si vous avez des questions sur le sujet, vous avez peut-être des commentaires qui nous est intéressant d'obtenir. Suivante. Alors, l'ECTI. L'ECTI, c'est une association qui a été fondée il y a de nombreuses années par le groupe Total, qui à l'époque, parce que nous avons aussi subi des périodes où on remerciait les vieux, comme on disait, vous étiez trop vieux ou trop cher, donc on vous virait tout simplement. Et donc, en partant, ce qui a posé des problèmes à beaucoup d'entreprises, ben, c'était les gens qui partaient avec leur savoir-faire. Et le savoir-faire n'était pas compensé à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il y a une association qui a été créée avec les anciens cadres de Total et d'autres entreprises pour donner un coup de main sur des secteurs ponctuels. Voilà comment est né l'ECTI. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 comment dirais-je, collaborateurs qui sont là pour aider de façon pas gratuite tout à fait, mais pratiquement bénévolement pour aider les PME et les TPE. Suivante. Alors, vous cliquez plusieurs fois, hein, pour avoir toutes les images. Encore, encore, encore. Voilà, c'est bon. Alors, le trio SE, ça, c'est c'est une idée qui est venue, que j'ai ramenée de Suède. C'est de faire travailler ensemble des seniors, des étudiants et l'entreprise. Avec ces trois supports, on peut créer une dynamique. L'étudiant, vous avez la créativité. La créativité, c'est votre période fabuleuse, vous êtes dans l'âge où on a des tas d'idées, on peut innover. Vous voulez mettre en pratique votre savoir. Par contre, l'entreprise, d'après ce que j'ai cru comprendre OpinionWay, ce n'est pas ce qui vous intéresse énormément. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle veut développer son business. Elle doit ouvrir des marchés à l'export, mais elle a peu de temps, compte tenu que le quotidien leur bouffe pas mal de temps pour la réflexion et l'analyse. L'idée, c'est de mettre un senior au milieu, qui a du temps, de la disponibilité, qui connaît l'entreprise et qui aide l'étudiant à comprendre ce qu'est l'entreprise. Le trio SE dans l'entreprise, pour le chef d'entreprise, c'est extrêmement bon parce qu'il a à la fois quelqu'un qui peut venir les aider avec des idées nouvelles et un senior qui, lui, va non point tempérer, mais mettre en forme le projet pour le présenter à une direction. Voilà ce que nous avons fait et j'en ai fait, je l'ai testé en Bretagne. Nous avons eu à peu près une dizaine d'entreprises qui nous ont fait confiance. On fait pour les entreprises des vraies études de marché. Si par exemple ils ont un produit à développer, je vais vous donner un exemple pour illustrer vraiment ce qui s'est fait.
la société Sear, qui est à Lorient, a eu l'idée de faire des foils pour mettre sur des zodiacs. L'idée, c'était de reprendre ce que disait Tabarly, faire des bateaux qui volent. Moins vous avez de portance et plus ils vont vite. Et mis sur des zodiacs, le bateau se lève quand il démarre et il va beaucoup plus vite et il consomme moins de carburant. Et un détail très marrant, lorsqu'il l'a testé sur la baie de Quiberon, de Lorient, pardon, il a doublé les fusiliers marins qui étaient sur leur propre Zodiac. Ils ont été surpris, ils l'ont arrêté quand il faisait ses essais pour lui demander ce qu'il avait sur son moteur. Mais non, ce n'était pas son moteur, c'était des foils. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que, premièrement, il a obtenu de la Marine nationale une fourniture énorme de ces produits-là. On a envoyé des jeunes étudiants en Australie et tout ça malgré que le patron, qui était un excellent ingénieur, mais il n'avait aucune notion de ce qu'était un business, un réseau de distribution. Pour vous situer, la veille ou l'avant-veille, pardon, d'aller présenter ses produits à un salon nautique, il n'avait aucune idée du tarif qu'il fallait proposer aux clients lambda. Et donc, avec l'étudiant, il y en avait deux, et puis on était deux Exiens, nous avons bossé pratiquement toute une nuit pour qu'ils puissent partir le lendemain matin avec leurs documents prêts. Aujourd'hui, c'est une société qui marche très bien. Et donc, vous voyez ici, on a apporté à un chef d'entreprise qui connaissait ses faiblesses au niveau organisation, mais qui avait besoin d'un coup de main sérieux, de la dynamique avec un étudiant qui faisait les études pour savoir où il fallait aller et qui cherchait, surtout en Australie, où s'installer. Le senior qui, moi, avec l'expérience de réseau de distribution, je savais que quand on vend un produit, il faut toujours prévoir des marges pour la commission et ainsi de suite. Voilà comment nous avons travaillé. Et ça, c'est absolument important de pouvoir le présenter à l'entreprise parce qu'il faut qu'ils y trouvent un bénéfice à vous voir venir dans l'entreprise. L'autre point pour l'étudiant, vous rentrez dans l'entreprise avec nous, avec les seniors, et vous participez aux réunions de direction. Je peux vous assurer que lorsque on présente le projet final à un board de l'entreprise, eh bien, il faut être bon dans tous les domaines. Et c'est l'étudiant qui le présente, secondé bien sûr par le senior sur les points précis. Et comme a dit un jour un patron, s'il faut vous engueuler, on vous engueulera en live aussi, croyez-moi. Mais au moins, toutes les études qui ont été faites ont été suivies des faits et sont bénéfiques actuellement pour ces entreprises-là. Voilà ce que le trio SE développé par l'ECTI vous procure et c'est une réponse importante pour l'avenir pour vous. Suivant. Alors, donc, Claude, oui, alors je vais... tu es l'ECTI de 49. Voilà. Alors, nous représentons à tous les deux, l'un la Bretagne, l'autre les Pays de la Loire. Dans le cadre d'ECTI, j'ai pu, grâce à cette association qui permet de transmettre un savoir-faire, d'être un peu de ne pas perdre ses acquis, j'ai pu faire bénéficier au CIVAL, le Salon international de l'horticulture, et à l'association VG-Police, mon savoir-faire Chine, en les aidant à participer à un salon équivalent en Chine, avec une approche un petit peu innovante, qui est celle de l'échange, c'est-à-dire tous les frais engagés par le CIVAL en Chine étaient supportés par son partenaire chinois, et vice-versa. Lorsque son partenaire chinois, HortiChina, est venu en France, les frais ont été supportés par le CIVAL. Pour les SCA, j'ai commencé par corriger les rapports des stages, les rapports en anglais des stagiaires faisant leurs études, leur stage aux États-Unis. Ce qui m'a donné l'idée, étant résident à New York une partie de l'année, de proposer à l'ESCA de les représenter à la Chambre de commerce, à l'antenne de New York des chambres de commerce françaises aux États-Unis. Pour le moment, pour cette année, je travaille
sur un projet de volontaire international senior. Pour avoir moi-même utilisé des volontaires internationaux juniors, enfin, je suis complètement ouvert à l'idée qu'un senior qui arrive en fin de carrière doit, en couple avec un jeune, euh, pouvoir intervenir pour aider une entreprise française. C'est quelque chose qui doit être, pouvoir être mis en place sur une durée de 6 mois à 1 an. Mais c'est quelque chose peut-être à rapprocher du projet ESE et avec Gilles, nous allons regarder comment développer son produit Trio ESE et en faire un produit intéressant pour le réseau national ECTI. Je terminerai peut-être en disant qu'à l'international, il ne faut pas hésiter à mobiliser les jeunes en premier et que nous, les retraités, avec notre savoir-faire, nous constituons une armée de réserve qui sert de carte importante pour réussir à l'international. Réussir à l'international, c'est savoir, s'il fallait résumer, hein, conjuguer expertise et communication, un exercice qui démarre souvent en solitaire, mais qui ne peut réussir qu'en s'entourant de toutes les forces vives qui sont disponibles, soit en France, soit sur le marché sur lequel on doit intervenir. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Voilà, donc nous sommes à votre écoute maintenant. Merci de nous avoir donné du temps. Maintenant, on est libre pour répondre à vos questions. Merci pour votre échange. Je vous invite à poser des questions, soit directement via le chat ou en prenant la parole. Merci. Alors, nous avons une question sur le chat. Alors, bonjour, je vous remercie pour vos témoignages riches. Voici ma question. Aujourd'hui, dans quel pays investiriez-vous et pourquoi? Merci à vous. Je vous laisse répondre, messieurs. Tu réponds, Claude? Oui, alors, s'il faut faire un choix, c'est très difficile, mais je pense qu'il est bon de s'orienter vers les marchés porteurs et ce qui se passe actuellement en Chine en témoigne. Il y a des opportunités sur place dans tous les secteurs possibles et imaginables et on ne peut pas passer à côté de la Chine aujourd'hui. Pour avoir vécu un temps en 1980 où la Chine faisait peur à tout le monde, aujourd'hui, je dirais, il faudrait que la Chine intéresse tout le monde. Bien sûr. Tout le sud-est asiatique est aujourd'hui très porteur, c'est sûr. Mais il n'y a pas de pays au monde qui ne sera pas intéressant. Le fait pour nous d'avoir fait le tour du monde nous a montré que dans tous les pays que nous avons traversés, nous avons su y trouver, y développer des activités intéressantes. Au niveau d'ECTI aujourd'hui, alors qu'il est très difficile d'aller vers la Chine et qu'il est plus facile d'aller en Afrique, je crois qu'il y a des opportunités en Afrique qui ne sont pas à laisser passer. Il faut regarder ce dont nos amis, les pays africains ont besoin et intervenir de l'agriculture à l'industrie, aux industries lourdes, il y a énormément à faire. J'ai un ami qui vient de créer 2 entreprises à Dakar dans le cadre de l'aide à l'incendie, la fabrication d'armoires ignifuges et la fabrication d'extincteurs. Et l'Afrique a besoin de tout. Oui. Et je crois que ce sont les Chinois actuellement qui prennent une grosse partie de ces marchés. Alors, il y a un commentaire que je souhaite faire sur ce sujet, c'est que je me suis aperçu que nos amis chinois ont souvent besoin des Français pour pouvoir réussir un projet en Afrique. En Afrique, oui. Autre question? J'en ai une, moi.
personnellement à vous poser. Partir à l'international de nos jours, on le voit dans le cursus de nos étudiants, cela se fait, on ne se pose pas de questions, mais à votre époque, de vouloir partir dans des pays lointains, vous étiez vus un peu comme des missionnaires, des personnes qui partaient à l'autre bout du monde. Vous avez dû peut-être faire face aux critiques. Comment vous avez géré cela? De toute façon, partir travailler à l'extérieur, moi j'ai vendu ça parce que j'ai fait 5 entreprises différentes et à chaque fois c'était avec des grades différents et des responsabilités différentes. Partir à l'étranger, c'est toujours une richesse. Et je crois que, par exemple, mon expérience en Suède que j'ai faite pendant 3 ans sur place là-bas et m'a appris beaucoup sur la façon de négocier, de discuter avec les gens du nord de l'Europe. Quand on m'a demandé de partir en Espagne 3 ans plus tard, où là c'était vraiment l'inverse au niveau du comportement, les Espagnols sont des gens charmants, mais ils étaient moins carrés sur. Eh bien là aussi j'ai appris. Hein, et ensuite ça, le Moyen-Orient m'a beaucoup apporté. Bien sûr que on faisait partie de ceux qui bougeaient, qui savaient bouger. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu des opportunités de job qu'on n'en aurait pas eu si on était resté en France. Enfin, pour moi, c'est ça. En ce qui me concerne, je ne pensais pas me diriger vers la grande exportation. Je suis parti vers l'Allemagne et j'avais l'impression déjà d'être dans un pays extrêmement différent de la France et avec un besoin d'adaptation important. En Autriche, ça a été pire, même si les Autrichiens parlent mieux le français que les Allemands. La proximité des Balkans, des pays de l'Est m'effrayait. Déjà, alors que j'étais à Vienne et que la Hongrie était à 60 km de Vienne et que j'ai pris la route pour aller en Hongrie, et quand j'ai vu qu'il fallait passer par un poste frontière avec des miradors et des gens armés, pendant mes 5 années autrichiennes, je n'ai jamais mis les pieds en Hongrie par crainte, on va dire. Et ma plus grande émotion, ça a été quand je suis passé de Hong Kong en Chine populaire pour la première fois. Et là, je me suis senti dans la peau d'un explorateur. Je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est que partout, moi j'ai démarré les marchés des pays de l'Est, de la Russie, bien avant qu'elle devienne fréquentable aujourd'hui. C'était du temps du communiste de Brejnev. Je ne sais pas si les jeunes se souviennent de ce sinistre personnage, mais c'était vraiment le Far West. Pour moi qui vivais, disons, toujours dans les hôtels et ainsi de suite, on y vivait très bien. On n'avait pas de contraintes particulières, si ce n'est d'être loin, bien sûr, mais c'était extrêmement enrichissant. J'ai découvert l'âme russe. Après, lorsque le mur de Berlin est tombé, j'ai démarré mon business sur les pays de l'Est. J'ai démarré en Pologne et en République tchèque à l'époque où les salaires moyens étaient le prix d'une d'une paire de chaussures pour certains employés que je vendais. Et lorsqu'on m'a dit, mais vous ne vendrez jamais vos produits là. Et j'ai dit, mais moi, quand je me balade chez vous à Varsovie ou à Prague, je vois autant de voitures luxueuses que j'en vois à Paris. Donc, il y a des gens qui ont de l'argent pour acheter des produits. Et ceci, il ne faut pas avoir peur de ce que nous ne connaissons pas, mais il faut y aller d'une façon sereine et puis de bâtir, faire une étude de marché. Voilà comment j'ai bâti mon cursus international. Hein. Il ne faut pas avoir peur. Les pays du Moyen-Orient, c'est pareil. C'était le Far West aussi, encore pire là-bas. Mais on voit aujourd'hui que ces pays ont fait une mue énorme et j'en retire aujourd'hui un grand bénéfice. Est-ce que nous avons eu de la chance? Il y avait encore des pays à explorer, des zones où les Français étaient les bienvenus et souvent personne ne souhaitait exploiter la chose. Moi, je me souviens que mon premier retour de Chine dans mon Saumurois a été très décevant parce que finalement,
je m'apercevais que mon milieu familial et mes amis ne s'intéressaient pas à la chose. J'attendais beaucoup de questions sur la Chine, je ne les ai pas eues. Aujourd'hui, elles viennent un peu plus parce que grâce aux réseaux sociaux, tout le monde est au courant de tout dans le monde entier, hein. Euh, Aujourd'hui, à New York, on évoque les dernières paroles échangées en public par nos dirigeants politiques sont déjà dans toutes les bouches ici. C'est assez étonnant, alors que à notre époque, ben, la communication ne passait pas. Non. D'ailleurs, en parlant de communication et des outils, nous avons une autre question. Déjà, referiez-vous le même parcours à l'international avec les outils informatiques d'aujourd'hui? Oh oui, ça nous faciliterait grandement le travail. Vous voyez, par exemple, avec l'autre qui était dans les administratifs, les postes d'expansion, je les ai utilisés beaucoup. Je venais, moi, en tant que société privée et avait besoin des contacts français sur place pour pouvoir faire mes études de marché. Combien j'ai dû en bouquiner des pages avant de trouver les informations qu'il me fallait. Aujourd'hui, avec Internet, je peux avoir accès à toutes ces infos rapidement. C'est fabuleux. Vous avez les outils pour travailler rapidement maintenant. Donc, raison de plus pour y aller. Et en plus, les outils informatiques sont tellement développés qu'ils permettent de traduire. On peut avoir Oui. maintenant l'information en chinois, mais ça n'a plus, ça ne présente plus de difficultés. J'ai aussi une question de Bastien qui dit bonjour et qui vous remercie. Je voudrais savoir quels seraient vos conseils et idées pour développer une entreprise française à l'international. Ah, Grande alors question. effectivement, ça c'est tout à fait le travail du trio ESE, d'avoir, il a certainement, en posant ces questions, des idées, hein. Vous voyez, je ne sais pas s'il est allé voir le rapport sur le dernier show de Las Vegas. Donc, avoir un concept, un dossier précis et surtout faire un plan d'action qui soit bien cadré et en harmonie avec le pays où vous voulez le faire. Et là, on peut vous aider pour ça. C'est notre rôle. On a une expérience, bonne ou mauvaise, mais on vous évitera certainement des problèmes en travaillant ensemble. Et, il faut identifier le marché, identifier le pays de destination, regarder l'adéquation du produit ou du savoir-faire à y exporter, enfin que l'adéquation produit-marché est à faire en tout début. Regarder les moyens, regarder avec qui on peut le faire, qui peut financer, comment s'entourer des expertises nécessaires pour réussir et trouver, ne pas hésiter à passer au départ par des intermédiaires du commerce international qui peuvent être le lanceur d'entreprise. Très bien, merci. Et nous avons également une autre question. Comment utiliser au mieux le digital d'aujourd'hui pour développer ses activités à l'international? Tu prends Alors, en plein dedans. le digital est arrivé dans les postes d'expansion, dans l'administration française, à l'étranger, enfin dans les postes d'expansion économique, à l'époque où moi je me trouvais au début, à Hong Kong. Ça a commencé à Hong Kong et le digital à Canton, en République populaire de Chine, m'a permis, grâce au fax, d'aller trois fois plus vite. Lorsque j'ai fait mes débuts à Canton, on écrivait tout. Le chinois, il fallait écrire et grâce au fax, le document écrit à la main pouvait être envoyé à son destinataire. Donc le digital, ça a commencé par de la technologie et nous sommes passés par tous les développements possibles de la technologie. Pour vous donner un exemple,
en Afrique du Sud, mon chef de poste ne savait pas travailler en digital. Alors qu'on avait déjà des téléphones portables, alors qu'on avait tous des ordinateurs et qu'on s'envoyait, on communiquait par email. Eh bien, nous avions encore des secrétaires pour ceux qui ne savaient pas travailler en digital. Aujourd'hui, le digital a pris la main sur tout. Le dernier développement dans mon dernier poste score en Chine, j'ai travaillé énormément en téléconférence avec Paris et Singapour, et la salle de téléconférence, dernier cri, équipée par Score, était un outil splendide de communication où nous n'avions plus besoin de prendre l'avion pour aller à Paris au conseil d'administration ou à Singapour pour une réunion sectorielle. Donc, tout d'un coup, le monde entier pouvait fonctionner grâce au digital. Et c'est pour ça qu'on survit, même en cas de pandémie, grâce au digital et au virtuel. La preuve, c'est que nous sommes en digital, en présence, alors que je suis à New York et vous êtes à Angers. Et tu es où? Je suis à Paimpol. À Paimpol. Eh bien, quel bel endroit. En effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous invite à prendre soit la parole ou mettre votre question sur le chat. Très bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à la réunion. Je vous remercie également d'avoir pu permettre à nos étudiants et à nos alumni de se projeter dans une vision à l'international et surtout de nous avoir fait partager votre vécu et votre expérience. Ah, excusez-moi, nous avons une question. Une dernière question, c'est super. Oui, bonjour, je vais la poser comme ça sera plus rapide, vous m'entendez bien? Ah, très bien. Oui. C'est une question concernant justement ce que vous proposez avec l'ESI. En fait, vous parliez surtout du point de vue commercial, mais nous, par exemple, on est étudiant en prévention des risques. Est-ce qu'il y aurait des missions dans ce sens-là aussi avec ce principe? Oui, je crois que ça s'applique à tout. Initialement, c'était fait que pour l'international, puis on s'est rendu compte qu'on le fait aussi pour des marchés en français, donc sur du commercial. Le but ici, c'est de réunir une entreprise qui est dans le secteur que vous voulez développer, un senior qui a une expérience là-dessus et un étudiant qui veut y aller dessus. Après, qu'importe le produit, qu'importe la cible, c'est la façon de travailler ici qui est mise en avant. Et je crois qu'il y a un premier travail, c'est de regarder ensemble entre l'étudiant et le senior ce qui doit être fait. Ensuite de cela, on cherche une entreprise à cibler. Et derrière ça, nous, les seniors, on ira voir l'entreprise pour lui proposer ce genre de trio. Il accepte ou pas, mais très souvent, quand on vient, nous, les gens d'ECTI, voir une entreprise en lui proposant cette façon de travailler, ça marche, sans difficulté. Donc, vous voyez, il n'y a pas que du commercial, hein, c'est tous les secteurs qui peuvent être concernés. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, dans le triangle ESE, il y a à mettre en valeur la présence d'un tuteur ou d'un mentor et du senior qui peut être un spécialiste de n'importe quel secteur, de n'importe quelle spécialité. Comme nous sommes 3000 en France aujourd'hui, on arrive à trouver, avec les moyens de communication que nous avons maintenant, on peut trouver le senior tuteur qui a les qualifications proches de ce que l'étudiant recherche. Et ça, c'est un outil fabuleux. C'est quelque chose que j'avais envie de développer au niveau de l'ESCA, avec qui on a des rapports particuliers sur ECTI Angers. Mais pour le moment, le projet ne prend pas au niveau de l'ESCA parce que les professeurs jouent ce rôle de tuteur entre l'entreprise et l'étudiant. Mais il va certainement y avoir des cas où le professeur est prêt à laisser la main à un expert ECTI lorsque cela est
peut se mettre en place. Il n'y a pas de concurrence entre le senior et puis le professeur. Le professeur, l'étudiant ira toujours voir son professeur, il n'y a pas de souci. Nous, on ira plutôt voir l'entreprise et il y aura des réunions de concertation. Le but, parce que le professeur n'est peut-être pas forcément disponible pour aller en entreprise, assister à des réunions de préparation et ainsi de suite. Hein. On a une disponibilité, c'est ça qui est important. Le tuteur, le mentor ECTI est effectivement beaucoup plus libre de ses mouvements et dispose de plus de temps aussi. Je vais vous donner un exemple pour montrer que le fait d'être un senior expérience peut être valorisant. Une des premières missions qu'on a faites en Bretagne, c'était des gens qui travaillent pour le transport de la nourriture animale. Vous savez, ces gros camions et dont on vient remplir les silos. Cette entreprise, elle prétendait être le numéro 1 en France de ce genre de technique. Et on s'est rendu compte, avec l'analyse qu'a fait l'étudiant, que c'était loin d'être le numéro 1 et qu'il fallait leur rappeler qu'il y avait un marché, qu'il y avait d'autres gens capables de faire. Et c'était mon rôle de voir avec le chef d'entreprise et dire attention, ne vous emballez pas, les résultats sont celui-ci. Ce n'est pas l'étudiant qui a fait ça. Nous sommes là, nous, pour être un petit peu le go-between entre l'étudiant et le chef d'entreprise. C'est notre boulot, ça. On sait faire, on saura dire à un responsable d'entreprise attention, là, vous n'allez pas dans la bonne direction. On n'est pas payé, donc on peut se permettre de dire ce que l'on pense d'une façon positive. Hein. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Une question ? Oui, parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Y a-t-il d'autres questions? Très bien. Je vous remercie à tous et à tous d'avoir assisté à cet échange. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Merci à vous. Merci beaucoup. De votre écoute, merci. De votre accueil et de votre sourire. Merci. Oui, merci. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.